Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour nos petites chroniques. Nous sommes à la cour des Valois-Bourbon, nous sommes en lien avec la cour des Tudors. Ça fait un très grand nombre d'années maintenant que je vous parle de cette histoire d'Angleterre et d'Écosse à la Renaissance, en lien avec notre histoire française. Et cette semaine, j'ai choisi de vous parler de plusieurs sujets qui vont être l'annulation du mariage d'Henri IV et de Marguerite de Valois, dite la reine Margot, sa première épouse, le mariage d'Henri II et de Catherine de Médicis, puis un événement où Henri IV a été gravement malade. Donc nous commençons le 24 octobre 1599 avec cette annulation de mariage. Alors une annulation de mariage permet justement à un couple de récupérer sa liberté et à l'épouse de récupérer sa dot ou tout du moins une partie de sa dot. Cela faisait 27 ans que Henri IV et la reine Margot étaient mariés. Les mères, donc Jeanne d'Albret et Catherine de Médicis, avaient décidé une union en 1572 pour essayer d'apaiser la France qui était en pleine guerre de religion. Dès 1562, eh bien, il y a eu le terrible massacre de Vassy et à partir de ce moment-là, eh bien, pendant 36 ans, notre royaume va connaître des guerres de religion et Catherine de Médicis était persuadée que marier sa fille, Marguerite de Valois, avec le cousin protestant aurait pu apaiser tout ça. Alors il a fallu vraiment qu'elle négocie avec Jeanne d'Albret. Jeanne d'Albret n'était pas d'accord du tout, hein. Jeanne d'Albret était une femme qui avait un tempérament vraiment de feu, qui était très dure, qui était vraiment résistante et qui ne voulait pas se soumettre. À partir du moment où elle s'était convertie au protestantisme en 1560 à Pau, eh bien, elle est restée ferme dans ses décisions, ce qui n'a pas été le cas de son époux Antoine de Bourbon, qui lui s'était converti au protestantisme, mais qui est revenu au catholicisme en 1562, année de sa mort, hein. Vous vous en souvenez, on en a parlé la semaine dernière. Il avait été blessé par un coup d'arquebuse à l'épaule. Donc Catherine de Médicis était persuadée que cela pourrait apaiser les tensions et Jeanne d'Albret a fini par donner son accord et on a donc préparé un mariage à Paris pour le 18 août 1572. Mais vraiment, la France était déjà à feu et à sang, les tensions étaient extrêmement importantes et par conséquent, eh bien, ça n'a pas été aussi réjouissant que l'on pouvait l'imaginer. Les catholiques ne voulaient absolument pas que leur princesse épouse un prince protestant et les protestants ne voulaient pas que leur prince épouse une catholique. Alors le mariage a quand même eu lieu, hein, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, ça vous le savez. Et quelques jours plus tard, eh bien, les portes de Paris ont été fermées. Il y a eu une tentative d'assassinat sur Coligny, hein, un des chefs huguenots les plus importants. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Et donc, on va fermer les portes de Paris et on va décider de ce massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Alors, au départ, on décide d'assassiner les 50 chefs huguenots les plus importants en se disant que ça allait calmer tout ça et qu'ensuite ce serait terminé, mais c'est une véritable hémorragie qui s'est propagée, puisque en quelques heures et en quelques jours, eh bien, nous avons environ 10 000 protestants qui ont été tués à Paris et 30 000 dans tout le royaume les jours qui ont suivi. Donc, au fur et à mesure, eh bien, nous parlerons, hein, de tous les événements de ces guerres de religion. Et en 1599, eh bien, cela fait 27 ans que Henri était marié à Marguerite de Valois. Il n'avait pas eu d'enfant malheureusement. Et donc, on a trouvé un accord pour justifier le divorce et invoquer en fait un lien de parenté. Le lien de parenté qui justement était requis lorsque l'on voulait se séparer de quelqu'un. La marraine d'Henri IV était Catherine de Médicis et donc on a fait jouer cela. Mais bien évidemment, le pape n'était pas dupe, hein. Il savait très bien que
Henri ne s'entendait pas avec la reine Margot, qu'il n'avait pas eu d'enfant et qu'il souhaitait épouser une autre princesse, une princesse qui était Marie de Médicis. Alors au départ, c'est pas elle qu'il voulait épouser, hein. Il avait des maîtresses, notamment Gabrielle d'Estrées, qu'il aimait énormément, à qui il avait promis le mariage, qui a eu des enfants de lui. Même chose pour Henriette d'Entragues, mais Marguerite de Valois n'acceptait de divorcer que si Henri choisissait en fait une princesse de sang. Il faut dire qu'elle était la dernière représentante des Valois, princesse de sang. Ses frères avaient été rois, François II, nous en avons parlé, Charles IX, Henri III. Et donc elle a tenu ferme sur cette décision et on a donc trouvé un accord de mariage entre Henri de Navarre et Marie de Médicis. Et c'est Marie de Médicis qui va enfin donner naissance à l'héritier tant attendu, Louis XIII, et Marguerite de Valois, la reine Margot, va être la marraine de Louis XIII et elle va être la tante de tous les enfants qu'aura Henri IV justement avec Marie de Médicis. Et elle restera une épaule bienveillante, elle restera une écoute toujours présente justement pour Louis XIII. Nous revenons un peu en arrière dans le temps, le 27 et le 28 octobre 1533. Ce sont les fiançailles et le mariage du roi Henri II de France et Catherine de Médicis. Donc Catherine de Médicis était une toute jeune fille, elle avait 14 ans, hein, comme Henri de Valois, qui n'était encore que le second fils de François Ier et qui n'était pas le dauphin, puisque l'aîné était François qui est décédé par la suite, et c'est pour cela qu'Henri le cadet a pu monter sur le trône. Donc c'est une alliance qui avait été réalisée pour des raisons politiques, hein. C'était pas un mariage d'amour du tout, c'était une union voulue entre les deux pays. Catherine était arrivée à Marseille par bateau en compagnie de son oncle, le pape Jules II de Médicis, qui était connu sous le nom de Clément VII. Clément VII à qui a eu affaire pendant très longtemps notre Henri VIII, qui voulait absolument divorcer de sa première épouse, Catherine d'Aragon. Je vous invite à revenir un peu en arrière dans le temps pour regarder les vidéos. Donc c'est la seconde épouse de François Ier, Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint, qui va la prendre en charge et qui va l'accueillir à la cour. On peut imaginer que c'était une situation vraiment tendue pour cette toute jeune fille qui arrivait dans un pays qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne parlait pas la langue au départ, et qui a dû en fait s'intégrer et qui s'est intégrée justement par la douceur et la gentillesse et qui était vraiment très aimée de son beau-père François Ier. C'est difficile d'imaginer une Catherine de Médicis autre que celle dont on a l'image en tête de cette femme forte, de cette femme rude qui justement a dirigé le royaume et l'ensemble de ses enfants. Donc pendant 10 ans en fait, Henri et Catherine ne vont pas avoir d'enfants. On s'inquiète beaucoup, on se dit qu'elle est peut-être stérile et qu'il faudrait la renvoyer en Italie. Catherine avait très peur de ça. D'ailleurs, Henri, lui, avait une maîtresse plus âgée que lui, Diane de Poitiers. Rappelez-vous, je vous ai fait beaucoup d'articles sur Diane de Poitiers que vous pouvez retrouver sur mon fil Les Chroniques de l'Histoire sur ma page Facebook. On a vraiment détaillé le personnage qui a été représenté au cinéma par Isabelle Adjani. Et donc, je voulais vraiment vous présenter qui était Diane de Poitiers par rapport à ce que nous avons vu sur l'aspect cinématographique. Une Isabelle Adjani qui, me semble-t-il, mais c'est vraiment personnel, était beaucoup mieux dans le rôle de Marguerite de Valois, la reine Margot, adaptée également au cinéma il y a tant d'années maintenant, bien que la fiction ne présentait pas toute la réalité de l'histoire. Donc cette union entre Henri II et Catherine de Médicis a quand même été très positive. À partir du moment où Catherine tombe enceinte, eh bien elle va avoir 10 grossesses et elle va donner plusieurs fils à Henri II. Il va y avoir François II qui monte sur le trône après la mort de son père en 1559, puis Charles IX,
et Henri III. Elle a eu un autre fils, François d'Alençon, mais qui lui est décédé en 1584, qui n'a pas accédé au trône. Et donc en 1589, quand Henri III est assassiné, eh bien c'est le gendre qui va monter sur le trône, Henri de Navarre, qui devient notre Henri IV, dont nous allons parler maintenant, puisque le dernier événement de la semaine le concerne, et nous sommes beaucoup plus tard dans le temps, nous sommes le 29 octobre 1598. Alors Henri IV était une force de la nature, hein, nous le savons, depuis sa tendre enfance, il avait été vraiment élevé à la rude à la demande de son grand-père Henri d'Albret et de sa mère Jeanne d'Albret. Nous savons qu'il a été envoyé au château de Coarraze pour pouvoir être élevé avec ses cousins, les enfants du baron et de la baronne de Mieuxens, et on le privait régulièrement de nourriture, on lui faisait sentir le froid, on le réveillait dans la nuit. Dès l'âge de 7 ans, il était aguerri au métier des armes. Son grand-père et sa mère voulaient vraiment qu'il ait une très forte constitution. Et il a eu une très forte constitution. Il mangeait beaucoup d'ail toute sa vie, hein, ça lui a été reproché dans de très nombreux textes par son épouse Marguerite de Valois et par ses maîtresses. C'est un homme qui sentait fort, mais peut-être que l'ail justement, qui est un très bon antiseptique, l'a aidé à chasser les virus et les miasmes. Et puis le fait qu'il était très sportif, eh bien, a fait qu'il avait une très bonne santé. Mais vers la fin de sa vie, eh bien, il était atteint de maladies vénériennes qui vraiment affectaient son état de santé, et l'événement dont je vous parle maintenant en fait partie. Alors, le 29 octobre 1598, eh bien, Henri tomba vraiment très malade, hein. C'est la maladie vénérienne qui revenait, qui lui provoqua une très très forte fièvre. On a vraiment eu peur de le perdre. Henri est tombé inconscient et il se sentait très mal malgré tous les remèdes que l'on pouvait lui donner, les purges, les saignées, toutes les potions qu'on lui faisait avaler pour pouvoir justement rétablir ses humeurs. La fièvre montait, en fait il avait un rétrécissement de l'urètre, hein, qui provoquait ces fièvres-là, et le médecin du lieu où il se situait, hein, à Monceau, près de Lyon, eh bien, appela 3 médecins de Paris pour aider à soigner le roi, de peur qu'il ne meure. Alors malheureusement, eh bien, la fièvre a poursuivi, hein, son œuvre pendant plus de 48 heures, et on a vraiment cru qu'Henri allait partir. Donc les chirurgiens, les médecins ont décidé une opération, hein, de la carnosité, de ce rétrécissement de l'urètre, pour le réouvrir. Et puis la très forte constitution d'Henri IV fit le reste. Il récupéra ensuite et il put être sauvé. Il était quand même une véritable force de la nature. Mais nous savons quand même que Henri IV a eu 73 maîtresses officielles, hein, ça c'est pas une légende. 2 épouses officielles, Marguerite de Valois et Marie de Médicis, mais un très très grand nombre de maîtresses. Donc malheureusement, il avait attrapé des maladies vénériennes qui l'ont beaucoup affaibli à la fin de sa vie. Je vous ferai un article spécifiquement justement sur ce rétrécissement de l'urètre et sur la difficulté, cette difficulté de santé que connaissait Henri IV à la fin de sa vie. Voilà, donc je m'arrête là pour cette semaine. Je vous souhaite de bien vous porter. Vous pouvez regarder donc tous mes petits articles au jour le jour sur les chroniques de l'histoire sur ma page Facebook. Et je vous dis à la semaine prochaine.